Alors dans la vidéo précédente, on avait commencé à voir les hooks, dont le premier hook, le useState, et dans cette vidéo, on va commencer à voir le hook useEffect. Donc c'est le deuxième hook le plus important. Le premier, bien sûr, c'est useState, et on va voir que le hook useEffect est un peu plus compliqué à utiliser suivant ce que l'on veut faire que le hook useState. Donc je vais prendre mes petites notes. Donc le hook useEffect, c'est un hook d'effet. Le hook d'effet permet l'exécution d'effets de bord dans les fonctions composants, les component functions. useEffect remplace componentDidMount, componentDidUpdate et componentWillUpMount. Donc ça, on l'avait vu dans les classes. Donc c'est le life cycle, le cycle de vie du composant, et ça se voit dans les classes. Donc on l'avait vu, c'est avec le composant horloge. Donc là, je suis dans le composant horloge, et on avait vu qu'il y avait le componentDidMount. Donc là, j'ai mis le set intervalle. Le componentWillUpMount pour clear l'intervalle. Et là, on est bien dans une classe. Dans useEffect, il faudra y passer une fonction, donc en argument, à l'intérieur des parenthèses. Et cette fonction sera notre effet. Donc, que fait le hook useEffect? Donc ça, ce sont les infos qui viennent de différents sites, dont le site officiel de la documentation React.js. Donc, que fait le hook useEffect? Il permet d'indiquer à React que le composant doit exécuter le code qu'il y a dans le hook useEffect. Après chaque render, donc c'est le rendu du DOM de la page web, donc c'est l'affichage de la page web, et mise à jour du render et render. Donc ça, on l'avait vu par exemple avec le composant horloge. Lorsque l'on voyait les secondes défiler, à chaque fois il y a un render, il y a un rendu de la page. React enregistre la fonction passée en argument que nous appellerons effet, et l'appellera plus tard après avoir mis à jour le DOM. Donc useEffect est exécuté par défaut après le premier affichage et après chaque mise à jour. Au lieu de penser en termes de montage et de démontage, donc le montage c'est le componentDidMount et le démontage c'est le componentWillUpMount, donc ça c'est dans les classes. Donc au lieu de penser en termes de montage et de démontage, pensez plutôt que les effets arrivent tout simplement après l'affichage. React garantit que le DOM a été mis à jour avant chaque exécution des effets. Donc ce hook permet de charger des données depuis une web API, donc faire des requêtes, subscribe à quelque chose et modifier manuellement le DOM. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des side effects en anglais. Ce sont des exemples d'effets de bord, donc en français effets de bord. À l'inverse de componentDidMount ou de componentDidUpdate, les effets planifiés avec useEffect ne bloquent en rien la mise à jour de l'affichage par le navigateur, ce qui rend votre application plus réactive. La majorité des effets n'ont pas besoin d'être synchrones. Dans le cas plus rare où il pourrait en avoir besoin, il existe un hook particulier useLayoutEffect avec une API identique à celle de useEffect. Donc là, on va avoir un exemple d'utilisation basique. Ça va être de faire que le titre du document soit mis à jour avec un message personnalisé affichant le nombre de clics. Donc ça, c'est un petit exemple ultra basique. Plus basique, je pense que tu peux pas. Donc c'est celui-là de la documentation. Donc voir code, l'effet va mettre à jour le titre du document. Donc comment ça se passe au niveau du code avant d'aller plus loin? Donc là, je retourne sur mon composant compteur. Donc c'est ce que l'on avait fait dans la vidéo précédente. Si j'actualise, ça fonctionne toujours. Ça c'est les classes, ça c'est le hook. On voit que ça marche. Donc il va falloir que j'utilise le hook useEffect. Il va falloir que je l'importe. Donc je tape useEffect. Donc là, use-e, là ça s'affiche. Donc là je clique dessus, ça me l'apporte automatiquement. Ça c'est bon. Donc là j'ai bien importé useEffect et useState. Donc le but va être ici là où il y a marqué React App, donc ça c'est le titre du document. Ce que je mets ici, là, donc ce qu'il y a au niveau du state compteur, je vais l'afficher là. Donc les hooks doivent être tout en haut, donc on va le mettre ici. Donc ça c'est le hook useState pour faire le state et la fonction pour modifier le state. Donc là je vais mettre ici là, le useEffect, useEffect, les parenthèses. Donc dedans il faut y mettre une fonction. Donc j'y mets la fonction, donc c'est une fonction anonyme. Voilà, fonction fléchée. Dedans, je vais y mettre un console log, déjà, pour commencer, console log. Je vais écrire « Je suis dans le useEffect ». Donc, qu'est-ce qui se passe si je clique sur le bouton, là? On voit que, au compteur, on voit que je suis dans le useEffect. Et à chaque fois que je clique, on voit que ça s'incrémente, ok. Donc là, ça veut dire que ce qu'il y a comme instruction dans le useEffect est exécuté à chaque fois que je clique sur le bouton. Donc, ok. Ça semble logique. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est modifier donc ici là le titre là. Donc c'est l'API du navigateur. Donc c'est document.title égale, j'ouvre les backticks, Alt-GR, touche 7,
entrée, espace. Et dedans, je vais écrire vous avez cliqué. Donc ça, c'est du JavaScript basique tout ça là. Là, c'est plus du React tout ça. Donc je suis dans les backticks, je vais mettre le $, les accolades, et là je vais y mettre fois. Dedans, je vais y mettre le state, compteur. CTRL-C, CTRL-V. Est-ce que ça marche? Donc là, il y a écrit vous avez cliqué 16 fois. J'actualise. Je clique sur le bouton et on voit qu'à chaque fois là, donc il y a un petit peu de latence là, on voit que quand le 16 s'affiche là, après ici ça s'affiche. Donc je continue, ouais ça marche. Bon voilà, vous avez cliqué 20 fois, super. Donc là on a utilisé useEffect pour faire quelque chose de très basique. Modifier le title du document et on y a mis ça. Donc c'est bon, ça marche. Donc je reviens sur mes notes. Pourquoi useEffect est-elle invoquée à l'intérieur d'un composant? Le fait d'appeler useEffect à l'intérieur de notre composant nous permet d'accéder à la variable d'état compteur ou à n'importe quel prop directement depuis l'effet. Pas besoin d'une API dédiée pour les lire, elle est déjà dans la portée de la fonction. Les hooks profitent pleinement des closures de JavaScript. Donc en français, c'est traduit par fermeture lexicale. Donc les closures, c'est du JavaScript avancé. Et du JavaScript moderne. Donc dans le MDN, qu'est-ce qu'il nous dit sur les closures? Vite fait. Une closure, donc fermeture, est la paire formée d'une fonction et des références à son état environnant, l'environnement lexical. En d'autres termes, une closure donne accès à la portée d'une fonction externe à partir d'une fonction interne. On dit aussi que la fonction capture son environnement. En JavaScript, une fermeture est créée chaque fois qu'une fonction est créée. Donc ça, pour visualiser, il faut pratiquer. C'est un sujet que je ne maîtrise pas. Comme ils disent que les hooks profitent pleinement des closures de JavaScript, donc c'est du JavaScript natif, et bien au lieu d'introduire de nouvelles API spécifiques à React, et donc ils vont utiliser ce que propose déjà le JavaScript et qui marche de manière native. Donc voilà pourquoi useEffect est-elle invoquée à l'intérieur d'un composant. Donc après, il existe deux grands types d'effets de bord dans les composants React, et c'est là où ça se complique. Donc déjà, pour commencer, donc il y a ceux qui ne nécessitent pas de nettoyage, et ceux qui ont besoin d'un nettoyage. Ça, on l'a déjà vu avec les classes et avec le composant horloge. Lorsqu'il n'y a pas de fuite mémoire après chaque mise à jour du composant, donc cela ne nécessite pas de nettoyage, comme avec le code qui modifie le titre du document. Car comme on peut le voir dans cet exemple-là, là je modifie le titre du document, mais là il n'y a pas de fuite de mémoire, j'utilise pas du set intervalle, ce genre de choses. Comme ici, là, dans la classe horloge, là j'utilise un set intervalle, donc lorsque l'on démonte le composant, lorsqu'il y a un re-render, il faut faire clear intervalle ou sinon, si on met un console log, là on va voir que c'est constamment exécuté, c'est ce qui provoque une fuite de mémoire et des gros soucis de performance, ça peut faire planter l'application. Donc il existe de grands types d'effets de bord dans les composants React. Donc là on a vu ceux qui ne nécessitent pas de nettoyage. Maintenant il y a ceux qui ont besoin de nettoyage. Par exemple lorsqu'il y a la présence d'un set intervalle. Donc ça peut provoquer une fuite de mémoire à chaque mise à jour du composant. Donc ça on l'avait vu dans le composant horloge que j'avais fait avec les classes. Lors de la destruction du composant, le code s'exécute toujours. Autre exemple, lorsque l'on veut configurer un abonnement, donc Setup Subscription, à une source de données externe. Il est important de nettoyer donc cleanup pour ne pas introduire de fuite de mémoire, memory leak. Donc on a un exemple en utilisant les classes dans la Docker.js, donc on va le voir là, et on apprend que dans le useEffect, il faut que l'effet renvoie une fonction, donc return une fonction, et React l'exécutera lors du nettoyage. Voilà, donc quand j'ai dit return, c'est parce qu'il faudra mettre le keyword return. Donc là on est dans la documentation officielle React, dans using the effect root, exemple using class. Voilà, donc là je prononce un peu à la française là. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que dans une classe React, vous configurez généralement un abonnement dans component.netment et vous le nettoyez dans component.with.enment. Par exemple, disons que nous avons un module chat API qui nous permet de vous abonner au statut en ligne d'un ami. Voici comment nous pouvons nous abonner et afficher ce statut à l'aide d'une classe. Bon, donc là on a la classe, faire un statut, extend React Component. Donc là ils mettent ça comme ça, ok. Après on a le constructeur props. Donc le keyword super pour extendre la classe. Après on a this.state égale. Et là on a l'objet. Et la propriété c'est isOnline. Et ça vaut nul au début. Là on voit qu'ils ont bind la méthode handle statut change. Ok. Donc là ils utilisent component.netment. Donc le montage du composant. Donc chat API. Point. Là ils utilisent la méthode subscribe to friend status. Donc ça soit une méthode dans le chat API. Parce que on le voit pas là. Et donc dedans on a this.pros.find.id. Donc il prend l'ID. Et là, this.handle statut change. Donc manipuler le statut change.
Donc après, pour démonter le composant, il y a component.will.unmount. Donc c'est chat-api.unsubscribe from friend statut. Et là, donc tis.pros.find.id et tis.handle statut change. Donc ça, c'est la méthode. Et donc là, ils ont mis la méthode qui sont bind. Donc handle statut change. Donc dedans, on y met statut en paramètre. Et après, ça, donc c'est pour modifier le state. Tis.setState isOnline statut.isOnline. Ok. Donc après, dans le render de la classe, on a un if. Donc si le state isOnline est à nul, alors on return loading. Donc en chargement. Et sinon, on return tis.state.isOnline. Donc là, on a l'opérateur ternaire. Donc si la condition est vraie, on met online. Si la condition est false, on met offline. Voilà. Donc ça, c'est la classe de base, ok. Remarquez comment component.datement et component.will.unmount doivent se refléter. Les méthodes de cycle de vie nous obligent à diviser cette logique, même si conceptuellement le code dans les deux est lié au même effet. Ouais, donc là, ils disent aussi que pour que ce code soit correct, parce qu'il n'est pas correct, donc les lecteurs aux yeux d'aigle, donc les lecteurs aux yeux d'aigle peuvent remarquer que cet exemple a également besoin d'une méthode component.update pour être entièrement correct. Nous l'ignorons pour le moment, mais ils reviendront dans une section ultérieure de cette page, ok. Et donc après, ils vont nous faire l'exemple en utilisant le hook, useEffect. Voyons comment nous pouvons écrire ce composant avec des hooks. Donc ça, je vais le laisser sur le côté, là. Là, je fais Windows, flèche vers la gauche. Donc, example using hooks. Donc, voyons comment nous pourrons écrire ce composant avec des hooks. Vous pensez peut-être que nous aurions besoin d'un effet séparé pour effectuer le nettoyage. Mais le code pour ajouter et supprimer un abonnement est si étroitement lié que useEffect est conçu pour le garder ensemble. Si votre effet renvoie une fonction, React l'exécutera au moment du nettoyage. Ok, donc là, bon, là, import React, donc le useState, le useEffect, donc ça c'est les deux hooks. Donc là, il fait une fonction find_status. Donc dedans, ils y mettent, donc là on voit là, avec le destructuring syntax, donc c'est les crochets, ils mettent isOnline, donc ça c'est le state, et set isOnline, donc ça c'est pour modifier le state, le hook useState, et la valeur par défaut c'est nul. Donc ça ressemble, donc là l'équivalent de la classe c'est ici, j'ai envie de dire, hein. Donc là on est là, ok. Donc là après, là, au niveau du component.datement, component.will.unmount, et voilà, ben on met tout dans useEffect. Donc useEffect, et après dedans on y met une fonction fichier, donc là il l'a appelé function handle status change, status, set isOnline, statut.isOnline, ouais. Donc handle status change, ben, elle est ici, hein. Ça c'est la méthode qui vient dans la classe, donc là il l'a mis ici, il a mis une fonction, ok. Après on a le subscribe to find statut, qui est ici, là, à gauche, ok. Donc là si je monte un peu, là, pour les mettre au même niveau. Donc là il a mis pros.find.id, handle status change, donc en gros il a mis ça et ça. Bien sûr, le tis il dégage, on n'est plus dans une classe ici. Donc, spécifier comment nettoyer après cet effet. Donc, il return, donc c'est ça la nouveauté. Hein. Il return, donc là, il lui donne un nom de fonction, donc cleanup. Il a pu mettre une fonction anonyme, on le verra après. Donc, chat, donc en gros, c'est component.will.unmount qui est à l'intérieur. Chat api.unsubscribe from friend status. Donc, props.find.id. Voilà, il met ça, et puis il met ça, ok. Et après, au niveau du if, bon là, il n'y a pas le render, là. Hein. Ils mettent isOnline est strictement égal à nul. Alors, tu return loading. Parce que là, il va le chercher dans le state, alors que là, il n'y a pas besoin, là. isOnline est ici, il l'appelle directement. Ça, on l'avait vu dans la vidéo précédente. Hein. Et sinon, il return isOnline. Si isOnline est à true, alors j'affiche online. Sinon, j'affiche offline. Ça, c'est l'opérateur ternaire. Ok. Donc là, on a vu la différence sur l'exemple de React. Lorsque l'on passe d'une classe component à une fonction component avec le hook useEffect pour gérer là, le cycle de vie du composant là. Donc je vais revenir sur mes notes. Donc je m'étais arrêté là. Dans le useEffect, il faut que l'effet return une fonction React l'exécutera lors du nettoyage. Ok. Donc pourquoi l'effet renvoie une fonction? Il s'agit d'un mécanisme optionnel de nettoyage des effets. Tout effet peut renvoyer une fonction qui se chargera de son propre nettoyage. Cela permet de conserver les logiques d'abonnement et de désabonnement proches l'une de l'autre. Elles font partie du même effet, ok? À quel moment précis React nettoie-t-il un effet? React effectue le nettoyage lorsqu'il démonte le composant. Les effets sont exécutés à chaque affichage, donc potentiellement plus d'une fois. C'est la raison pour laquelle React nettoie aussi les effets du rendu précédent avant de les exécuter une nouvelle fois. Donc optimiser les performances en sortant des effets. D'accord? Alors il est possible d'indiquer à React de sauter l'exécution d'un effet si certaines valeurs n'ont pas été modifiées entre deux affichages. Il suffit de passer une liste comme second argument optionnel à useEffect. Donc ça ressemble à ça. Donc useEffect, ok. Donc document.title égale, vous avez cliqué. Bon, ça on l'avait vu ça au début de la vidéo. Et là à la fin, qu'est-ce que l'on voit? Après l'accolade, il y a une virgule.
Ils mettent un tableau, ils mettent la variable count là, et ils ferment la parenthèse de la méthode useEffect. Donc n'exécute l'effet que si count a changé. Ok. Si vous utilisez cette optimisation, assurez-vous que votre tableau inclut bien toutes les valeurs dans la portée du composant, telles que les props et l'état local, qui peuvent changer avec le temps et sont utilisés par l'effet. Sinon, votre code va référencer des valeurs obsolètes issues des rendus précédents. Si vous voulez exécuter un effet et le nettoyer une seule fois au montage puis au démontage, vous pouvez passer un tableau vide comme second argument. Ça indique à React que votre effet ne dépend d'aucune valeur issue des props ou de l'état local, donc il n'a jamais besoin d'être exécuté. Ok. Donc là, on a une synthèse de useEffect. Donc synthèse de useEffect. Donc useEffect nous permet d'exprimer différentes sortes d'effets de bord après l'affichage d'un composant. Certains effets ont besoin de nettoyer derrière eux et peuvent envoyer une fonction pour ça. D'autres effets n'ont pas besoin de nettoyage et ne renvoient rien. Le hook d'effet traite ces deux cas en une seule API. Le hook useEffect nettoie les effets précédents avant d'appliquer les suivants. Les hooks permettent de découper le code selon ce qu'il fait plutôt qu'en fonction des noms de méthodes de cycle de vie. React appliquera tous les effets utilisés par le composant dans l'ordre de leur déclaration. Bon, donc maintenant on va voir ça dans Visual Studio Code, parce que l'exemple de React il est pas très clair je trouve, car leur truc d'API là on n'y a pas accès là, le chat machin. Donc là maintenant par rapport à ce qu'on a vu précédemment, je vais essayer de convertir là mon composant horloge qui a été fait avec les classes, et bien je vais le convertir avec le useEffect et le useState, c'est-à-dire que je vais me créer une horloge ici, là, dans le composant hookCounter useState, que je vais afficher là-dessous, là. Donc là, on voit que tout marche, là. On voit que quand je clique là sur le hook, là, useState, là, ça fonctionne. Donc, ça c'est mon horloge. Donc j'avais créé une fonction pour afficher l'horloge ici, là, avec forme data. Dedans, j'avais mis props. Ça retourne, il est props.dat.localTimeString. Donc ça, je vais pouvoir le prendre. Hein. Je vais faire un CTRL-C. Et je vais le mettre ici, là, au-dessus du hook. CTRL-V. Voilà. Donc, mais bien ça, après, je vais pouvoir l'afficher en bas. Donc, je me mets ici. Je vais le mettre ici. Donc là, pour le moment, bah là, je vais faire carrément un copier-coller, un CTRL-C, CTRL-V. Donc, bien sûr, là, ça ne marchera pas. Hein. Donc, je vire le tease. Et je vire le state. Et je vire le date. Voilà. Donc là, il me manque à définir le state. Donc, pour définir le state, eh bien, il faut importer le hook useState. Donc là, on le voit clairement ici, là. Donc j'en avais fait un pour compteur, mais là je vais en faire un deuxième. Hein. Donc je me mets ici, donc je crée une variable, et les crochets pour le destructoring syntax. Donc le state, je vais le mettre dans la variable date, et pour modifier le state, pour le mettre à jour, je vais créer donc une variable set, et on peut voir que ici, là, ici j'avais fait une méthode que j'avais appelée tic-tac. Donc je vais l'appeler tic-tac, tic-tac. J'aurais pu l'appeler setDate, mais bon, on va rester sur la logique que j'avais utilisée pour le composant classe avec mon horloge. Donc égal, donc useState, donc ça c'est le hook. Et donc le state, ça va être quoi? Eh bien ça va être ce que j'ai mis ici. Donc là dans la classe j'avais mis tease.state et dans l'objet j'avais mis la propriété date de .newDate. Donc là je vais prendre juste le newDate. Pourquoi? Parce que le date là, c'est la variable qui est ici. Je fais un CTRL-V. Donc là en principe je vais pouvoir afficher la date. Maintenant, donc là j'actualise, ça marche pas parce que là il manque la donnée là dans la props. Donc je vais dans la props et là je vais y mettre donc ce que j'ai mis ici là. Je vais y mettre ce qu'il y a dans le state qui est la variable date. Donc je fais CTRL-V et là qu'est-ce que l'on voit? J'actualise et on voit que j'ai la date qui s'affiche. Alors j'ai la date, j'ai l'heure qui s'affiche. Car avec ma fonction que j'ai faite ici là, props.date.toLocalTimeString, je n'affiche que l'heure. Donc ça marche super, sauf que là on voit que les heures ne défilent pas, quoi, je veux dire les secondes. Là c'est statique. Donc au niveau de la classe, pour faire bouger tout ça, il avait fallu faire un componentDatement avec un set intervalle. Donc j'ai appelé la méthode tic-tac tous les 1000 secondes et la méthode tic-tac c'était quoi? C'était pour mettre à jour le state. This.setState date new date. Ok. Donc le hook useEffect remplace tout ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un nouveau hook useEffect. Donc, comme ils le disent dans la documentation, on peut en faire plusieurs. Hein. Dedans, je mets une fonction anonyme et c'est une fonction fléchée. Donc déjà, la méthode tic-tac, je vais la mettre ici. Mais là, ça sera une fonction tic-tac. Donc const tic-tac. D'ailleurs, là, j'ai mis un T majuscule, ça m'intéresse pas. Je vais mettre un T minuscule, tic-tac, égale les parenthèses, la flèche, les accolades, parce que c'est une expression de fonction. Et donc, qu'est-ce que je vais y mettre dedans? Bien, moi, je veux... Dans la fonction tic-tac, je veux faire la mise à jour du state. Donc je vais prendre set tic-tac, CTRL-C,
Et le state, ça sera quoi? Eh bien, ça sera ce qu'il y a ici, le new date. C'est ce que j'ai mis ici au niveau de la méthode dans la classe. Donc, CTRL-C, et je vais y mettre ici CTRL-V. Donc là, est-ce que ça marche toujours mon truc? Ça marche toujours. Mais là, la fonction, là, je ne l'ai pas appelée, donc pour le moment, il ne se passe rien. Pour qu'il se passe quelque chose, il faut que, eh bien, je set l'intervalle. Comme ici, là, avec le component statement, là. Donc c'est ce que je vais mettre, set intervalle. C'est ce que je vais pas mettre le tic-tac. Donc là, je vais faire set intervalle. Dedans, on y met une fonction. Donc là, comme il n'y a qu'une seule instruction, j'ai pas besoin de mettre les accolades. Je vais mettre tout ça sur une ligne. Donc j'appelle la fonction tic-tac. Et je vais faire en sorte, là on voit, là ça s'affole, là. On voit que ça bouge, là. Et ça, je vais le faire toutes les 1000 millisecondes. Voyons, j'actualise. Voilà. Là, on voit que ça s'affole moins. Ça tourne doucement, là. C'est bon. Donc ça, c'est fait. Par contre, là, je suis en train de me créer une memory leak. Donc il faut nettoyer le composant, que le return que l'on a vu dans la doc. Donc là, je suis bien ici. Ok. Non, donc là, je suis dans le use effect. C'est bon. Alors, je fais un petit espace. Donc pour le nettoyage de l'effet. Donc il faut que je return. Là, je mets une fonction comme ça. Dedans, il faut que je fasse un clear interval. D'ailleurs, je l'ai ici, là, le clear interval. J'avais fait clear interval de this.timerID. Et timerID, j'avais mis le set interval this.tictac 1000. OK. Donc, clear interval, entrée. Et dedans, je vais y mettre le timerID. Donc, timerID. Donc, le timerID, là, je ne l'ai pas fait. Là, j'ai une erreur, c'est une variable. Donc, je vais la faire maintenant. CTRL-C. Et dedans, cette variable-là, je dois avoir le set interval. Donc, je fais const. CTRL-V égale cet intervalle. Est-ce que ça fonctionne? J'actualise. On voit que ça fonctionne. Donc ça a l'air de marcher. Les secondes défilent. On voit que là, ça s'affole pas. Ça défile doucement. Bon, bah ça a l'air de fonctionner. Donc qu'est-ce que l'on peut faire? On avait vu aussi qu'il parlait d'optimisation. Donc pour faire l'optimisation, on pouvait rajouter un array vide. Donc je me mets ici. Donc là, je suis OK. Là, je suis dans Use Effect. Voilà, donc c'est avant la parenthèse. Il faut se mettre au niveau de la parenthèse de la fonction useEffect, qui est le hook. Et là, tu mets donc un tableau vide. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'actualise tout ça. 19-18, ça découle doucement. Donc, quand le tableau est vide, on l'a vu dans la doc. Qu'est-ce qu'il disait déjà avec le tableau vide? Donc, c'était dans Optimizing Performance. Optimiser les performances en sautant les effets. OK. Donc, ça, c'était pour les classes. Donc cette exigence est suffisamment courante pour être intégrée à l'API useEffectHook. Vous pouvez dire à React d'ignorer l'application d'un effet si certaines valeurs n'ont pas changé entre les rendus. Pour ce faire, transmettez un tableau comme deuxième argument facultatif à useEffect. Donc là, ok, donc là il avait mis count. Donc de relancer l'effet que si le nombre change. Donc moi c'est pas count que je vais mettre. Ouais, c'est ça. C'est ici. Si vous utilisez cette optimisation, assurez-vous que le tableau inclut toutes les valeurs de la portée du composant, telles que les props et le state, qui changent au fil du temps et qui sont utilisés par l'effet. Sinon, votre code référencera des valeurs obsolètes des rendus précédents. Ok, et là, ils me disent que si vous souhaitez exécuter un effet et le nettoyer une seule fois au montage ou au démontage, vous pouvez passer un tableau vide comme deuxième argument. Cela indique à React que votre effet ne dépend d'aucune valeur des props ou du state. Il n'a donc jamais besoin d'être exécuté. Ce n'est pas traité comme un cas spécial, cela découle directement de la façon dont le tableau des dépendances fonctionne toujours. Bon, ok. Donc là, j'ai fait mon petit test. On voit que ça fonctionne. Donc ça, c'était le code de l'horloge avec la classe. Donc j'ai rajouté en plus du clic là. J'ai rajouté l'horloge qu'il y a ici. Donc on voit que j'ai rajouté donc un useState là. Pour y mettre le stateDate et la variable dans laquelle il y a la fonction pour mettre à jour le state. Donc là, c'est le useEffect que j'ai utilisé pour l'horloge. Donc j'ai tout mis dedans. Et ça, c'est la méthode. C'est la méthode clearInterval pour nettoyer le composant. Pour éviter qu'il y ait une fuite de mémoire. Voilà, que le petit tableau vide là, ok. Donc bon, ça fonctionne. Donc dans cette vidéo, on a vu comment on pouvait utiliser le hook useEffect. Et j'ai utilisé 2 fois. Donc la suite dans le prochain épisode.